Je m'appelle Marguerite, j'ai 64 ans, et pendant 35 années, j'ai cru vivre le mariage dont j'avais toujours rêvé. J'étais professeur de lettres classiques au collège de l'Isle-sur-la-Sorgue, une petite ville pleine de charme dans le Vaucluse. Aujourd'hui, à la retraite, je partageais mes journées entre mes cours particuliers, mes promenades matinales sur les bords de la Sorgue et surtout mes moments avec ma petite fille Léa, 6 ans, le soleil de ma vie. Ce jeudi-là, au mois de mars, le ciel était clair, mais l'air annonçait déjà la fin de l'hiver. J'avais préparé des madeleines au citron, celles que Léa adorait, et j'avais décidé de les lui apporter en passant chez mon fils, Julien, qui habitait à une dizaine de minutes en voiture de chez moi. Il vivait là avec son épouse Claire, ma belle-fille, une jeune avocate ambitieuse que j'avais accueillie dans notre famille avec beaucoup d'affection depuis le début de leur relation, il y a 8 ans. Je roulais tranquillement, savourant la beauté des amandiers en fleurs bordant la départementale. Ces instants simples me faisaient du bien. Ils me donnaient l'illusion que tout allait bien. En arrivant dans la rue calme où Julien vivait, mon cœur s'est soudainement serré. Devant la maison, garée comme si cela était parfaitement naturel, se trouvait la voiture de mon mari, Gérard. Sa Peugeot grise, toujours propre comme un sous-neuf. Mais quelque chose n'allait pas. Gérard m'avait dit ce matin-là qu'il passerait la journée entière dans son atelier de mécanique, au centre-ville, à cause d'un client exigeant. Il avait même râlé en partant, parlant d'un moteur capricieux et de pièces détachées introuvables. Alors que faisait-il ici, un jeudi matin, dans la maison de notre belle-fille? Pourquoi n'avait-il rien dit? Je me suis garé 2 maisons plus loin. J'ai coupé le moteur et je suis resté là, figé, le regard fixé sur la voiture. Une intuition. Ce 6e sens que l'on croit avoir oublié et qui, un jour, revient avec la force d'une évidence. J'ai descendu la rue à pied, prudemment, veillant à ne pas faire grincer le vieux portail en fer. Les volets du salon étaient presque entièrement fermés, mais une petite ouverture laissait passer un ray de lumière. Et c'est par cette minuscule fente que j'ai vu quelque chose que je n'aurais jamais dû voir. Gérard était là, assis confortablement sur le canapé, les jambes croisées, détendu, comme chez lui. Pas l'ombre d'un mécanicien harassé de travail. En face de lui, Claire, ma belle-fille. Elle feuilletait une pile de documents étalés sur la table basse. Mon regard s'est arrêté net sur ces feuilles. Ce n'étaient ni des factures, ni des dossiers juridiques habituels. C'étaient des papiers de divorce. J'ai cru un instant que Claire aidait peut-être un client à distance, ou que Gérard s'était mêlé de ses affaires, comme il le faisait parfois maladroitement. Mais la suite a tout anéanti. « Tu es sûre qu'elle ne soupçonne rien ?» demanda Claire, en replaçant une mèche de ses cheveux blonds derrière son oreille, d'un geste presque tendre. Marguerite ne voit rien venir. Elle est trop occupée avec ses élèves et Léa. Elle ne pose jamais de questions, répondit Gérard, d'un ton glacial. J'ai senti mes jambes se dérober. J'ai saisi la grille pour ne pas tomber. 35 ans de vie commune réduits à une stratégie. Un complot. Un plan froidement monté entre mon mari et la femme de mon fils. « Parfait, dit-elle. Alors, on continue comme prévu. Tu demandes le divorce pour incompatibilité d'humeur. Avec la réforme de la séparation en vigueur, je peux t'assurer que tu récupéreras au moins la moitié. » Je ne ressentais plus mes mains. Mon cœur battait dans mes oreilles. La moitié. La moitié de quoi? De ma maison héritée de ma mère, de mes économies, de la vie que j'avais construite, brique après brique? Ce n'était pas un simple adultère. C'était une tentative d'effacement. Je suis reparti sans un bruit. Dans ma voiture, j'ai enregistré un message vocal sur mon téléphone. Chaque mot, chaque phrase, pour ne rien oublier. Ce jour-là, je ne le savais pas encore, mais ce que je venais de découvrir allait tout changer. Et j'allais devoir apprendre à devenir quelqu'un d'autre. Non pas une victime, mais une femme qui se relève. Le retour à la maison m'a paru interminable. Les 10 minutes de trajet habituel en voiture sont devenues une traversée en apnée. Chaque mot que j'avais entendu résonnait dans ma tête, comme un écho impossible à faire taire. Elle est trop occupée. Elle ne voit rien. On continue comme prévu. Ces phrases me martelaient les tempes. Je serrais le volant si fort que mes doigts en devenaient douloureux. Lorsque je suis arrivé chez moi, Gérard n'était pas encore rentré. Je suis entré dans la cuisine, cette même pièce où nous prenions le petit déjeuner ensemble depuis plus de 3 décennies.
Je me suis assise lentement, le dos courbé, les épaules lourdes, et j'ai pleuré, longtemps, en silence. Mais ce n'était pas un chagrin ordinaire. Ce n'étaient pas des larmes de simple tristesse. Il y avait autre chose. Une colère sourde, contenue, glaciale. Une brûlure dans la poitrine qui ne ressemblait pas à de la douleur, mais à un réveil. Je ne comprenais pas encore tout. Pourquoi Claire? Pourquoi maintenant? Comment avait-il pu en arriver là tous les deux sans que je ne voie rien venir? Était-ce moi qui avais été trop naïve, trop confiante, trop aimante? Ce soir-là, Gérard est rentré à l'heure, comme si de rien n'était. Il m'a salué avec un petit sourire fatigué, puis a posé son sac près du buffet. « Journée difficile », m'a-t-il dit en se servant un verre d'eau. Le client était insupportable. J'ai passé des heures à chercher une pièce pour un embrayage allemand. Je l'ai regardé dans les yeux. Il mentait. Tranquillement. Naturellement. Comme on parle de la météo. Et moi, je faisais semblant d'y croire. « Tu dois être épuisé », ai-je murmuré. « Je vais réchauffer le gratin que j'ai préparé. » Il a hoché la tête, s'est assis et a allumé la télévision. Comme tous les soirs. Une scène banale, sauf que plus rien ne l'était. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Les images de ce que j'avais vu, de ce que j'avais entendu, tournaient en boucle dans mon esprit. Mais au milieu de tout ce chaos, une chose m'est apparue très clairement. Je ne devais rien dire. Pas encore. Pas sans preuve. J'ai enseigné pendant 40 ans. Et si j'ai appris une chose en corrigeant des copies, en gérant des classes agitées, en accompagnant des élèves en crise, c'est que l'on ne résout rien dans la précipitation. Il faut d'abord observer, comprendre, rassembler les faits, ensuite, et seulement ensuite, on agit. Le lendemain matin, j'ai préparé le petit déjeuner comme d'habitude. Tartines, confiture d'abricot maison, café noir. Gérard est entré dans la cuisine en bâillant, m'a embrassé sur la joue et m'a dit « Je vais devoir passer la journée entière à l'atelier. Il y a un moteur de camion qui me donne du fil à retordre. » Encore un mensonge, prononcé avec la même douceur que lorsqu'il me disait qu'il m'aimait. « Bon courage !» ai-je répondu en lui tendant sa tasse. « Et fais attention à toi. » Il a souri. Il croyait tout contrôler. Mais moi aussi, je savais jouer ce jeu. Les jours suivants, j'ai continué à vivre comme si de rien n'était. Je me suis rendue chez mes élèves pour les cours particuliers. J'ai assisté à la répétition de chorale au foyer communal. J'ai même cousu un coussin pour la chambre de Léa. Mais chaque moment était aussi une pièce du puzzle. Je prenais des notes dans un petit carnet. Je photographiais des reçus. J'écoutais attentivement chaque parole. Le mercredi après-midi, j'ai appelé l'atelier de Gérard. C'est Yvan, son apprenti depuis 15 ans, qui a répondu. « Bonjour Yvan, c'est Marguerite. Est-ce que Gérard est là ?» Un silence. « Il est parti plus tôt aujourd'hui. Il m'a dit qu'il avait des démarches à faire. » « Je pensais que vous saviez. »« Démarches ?»« Bien sûr. » J'ai remercié et raccroché. Il était 15h45. J'ai pris mes clés, suis monté dans ma vieille Clio et ai conduit jusqu'au quartier de Julien. Sa voiture était là. Encore. Mais cette fois, je ne me suis pas approché. J'ai juste regardé, longtemps, jusqu'à ce que le soleil commence à baisser. J'étais prête. Je ne savais pas encore exactement comment, mais je savais une chose. Je n'allais pas me laisser effacer. Pas après tout ce que j'avais construit. Pas après toute une vie donnée. Pas sans me battre avec ma seule arme, la vérité. Je n'avais jamais imaginé qu'un jour, à 64 ans, je mènerais une sorte d'enquête secrète contre les deux personnes en qui j'avais eu le plus confiance dans ma vie, mon mari et ma belle-fille. Et pourtant, c'est exactement ce que j'ai commencé à faire, ce mercredi-là, assise seule dans ma voiture, garée dans une rue tranquille, regardant la maison de mon fils comme si c'était un théâtre d'ombre. Je n'étais pas une femme rancunière. Ce mot ne m'avait jamais convenu, mais j'avais un sens aigu de la justice. Et surtout, j'avais passé 40 ans à apprendre aux adolescents à ne pas tricher, à assumer leurs actes. J'en avais vu, des regards fuyants, des excuses maladroites, des mensonges mal construits. Et je reconnaissais tous ces signes, désormais, dans les visages de Gérard et de Claire. Je suis rentrée chez moi, j'ai pris une feuille blanche et j'ai commencé à écrire. Une chronologie, des dates, des horaires,
des trajets, ce que j'avais vu, ce que j'avais entendu, et surtout ce que j'avais ressenti, car l'instinct, chez une femme de mon âge, n'est jamais anodin. Le lendemain, j'ai appelé ma sœur, Hélène. Elle vit à Marseille, ancienne inspectrice des impôts, maintenant à la retraite comme moi. Une femme de tête. Discrète. Fiable. « Margot, tout va bien ? Tu as une voix étrange. Il faut que je te parle. Mais doucement. Je ne peux pas tout dire au téléphone. Tu pourrais venir passer le week-end ici ? » Elle n'a pas posé de questions. Elle a répondu « oui », tout simplement. Pendant les 2 jours qui ont suivi, j'ai fait semblant. Gérard continuait son petit jeu, avec ses horaires décalés, ses explications floues, son parfum trop prononcé pour un homme censé passer la journée dans un garage. Et moi, je souriais. Je lui préparais ses repas préférés. J'étais l'image parfaite de l'épouse attentive. Il ne se doutait de rien. Mais en coulisses, je fouillais. Dans ses poches, dans ses papiers, rien d'illégal. Seulement des vérifications. Et ce que j'ai trouvé m'a glacé. Un reçu d'hôtel dans le centre-ville, un jeudi après-midi. Chambre double, facturée à son nom. 2 semaines auparavant, le jour même où il m'avait dit avoir dû aller à Avignon chercher une pièce rare. Un mensonge de plus. Puis, dans une de ses chemises soigneusement pliées, j'ai découvert une petite liste manuscrite. Écriture fine, féminine. Rideaux, cafetière, draps en lin, lampes de chevet, tapis. Une liste de choses à acheter pour un logement. Et ce n'était certainement pas pour notre maison. C'était pour ailleurs, pour eux. Quand Hélène est arrivée, je l'ai accueillie avec un sourire et 2 bises comme d'habitude. Mais dès que nous avons été seuls dans le salon, j'ai tout raconté. Elle ne m'a pas interrompu une seule fois. À la fin, elle s'est redressée, le regard dur. « Tu as besoin d'un avocat, discret, mais redoutable. Et en attendant, tu protèges ce qui t'appartient. Tu crois que je peux faire ça sans qu'il le sache ? Margot, tu peux faire bien plus que ça. Tu as toujours été plus forte que tu ne le pensais. Le soir même, elle m'a expliqué ce que je devais faire. Vérifier tous les comptes. Séparer mes biens propres de ceux du couple. Et surtout, ne rien dire. Pas encore. Attendre le bon moment. J'ai aussi parlé à une de mes anciennes collègues, Sophie, qui a toujours été à l'aise avec les nouvelles technologies. Je lui ai demandé, sans entrer dans les détails, comment on pouvait enregistrer discrètement une conversation avec un téléphone. Elle m'a montré, avec gentillesse et sans poser de questions. J'ai appris vite. Le jour suivant, j'ai mis l'enregistreur en marche dans ma poche avant d'aller rendre visite à Claire. Elle m'a ouvert la porte, surprise, mais polie. « Quelle surprise, Marguerite. Léa est à l'école, tu sais ?» Je venais te parler de son anniversaire. Elle m'a proposé un café. J'ai accepté. Puis j'ai commencé à poser mes questions. Doucement, avec le ton de la belle-mère curieuse, jamais suspicieuse. « Dis-moi, Claire, tu ne trouves pas que Gérard est étrange ces derniers temps ?» Elle a souri, mais son regard a vacillé. Je n'avais pas encore toutes les réponses. Mais ce jour-là, j'ai su une chose avec certitude. Je ne pouvais plus reculer. J'étais entrée dans leur jeu, mais à ma manière. Et maintenant, j'allais mener ma propre partie. Quand je suis rentrée de chez Claire ce jeudi après-midi, j'ai compris que j'avais passé un cap. Je n'étais plus simplement une épouse blessée, une mère trahie ou une grand-mère inquiétée. J'étais devenue une femme en veille, une femme qui rassemble, qui observe, qui se prépare. Pendant des années, j'avais cru que ma vie était paisible, bien rangée, presque trop ordinaire. Une maison héritée de ma mère, un mari artisan, un fils bien installé dans une banque, une belle-fille brillante et une petite fille adorable. Le genre de bonheur simple que l'on ne questionne pas. Et puis, d'un jour à l'autre, tout cela s'était fissuré. Mais je ne m'étais pas écroulée. Hélène, ma sœur, était restée quelques jours de plus. Ensemble, nous avions tout trié. Tous mes documents, mon livret de famille, les papiers de succession de mes parents, les actes de propriété, les relevés de compte. Chaque papier, chaque reçu, chaque relevé avait été classé dans une grande chemise cartonnée bleue. Elle m'avait aussi conseillé de faire des copies numériques de tout sur une clé USB que j'ai immédiatement cachée dans une boîte de biscuits oubliée au fond du garde-manger.
Tu dois penser comme si tu préparais un contrôle fiscal, m'avait-elle dit. Sauf que là, c'est ta vie que tu dois défendre, pas tes déclarations. Ce matin-là, pendant que Gérard était soi-disant au garage, je suis allée à la banque. Monsieur Delmas, le conseiller que nous connaissions depuis plus de 20 ans, m'a accueilli avec le sourire. « Bonjour, Madame Lemoine. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» J'aimerais faire un point sur nos comptes conjoints. Je crois qu'il y a eu quelques mouvements qui m'ont échappé. Il m'a invité dans son bureau, a ouvert les relevés des 3 derniers mois et m'a tendu l'écran. Regardez ici. Plusieurs retraits en espèces. Toujours entre 100 et 200 €. Une dizaine de fois au total. Pouvez-vous m'imprimer tout cela? Je voudrais y voir plus clair chez moi. Bien sûr, madame. En sortant de la banque, avec la liasse de papier dans mon sac, j'ai eu un vertige. Gérard avait déjà retiré près de 3 000 € en 3 mois, petit à petit, sans que je le remarque. L'argent que j'avais économisé en donnant des cours le week-end, que je réservais pour un voyage en Bretagne, que je rêvais de faire depuis des années. Cet argent-là servait peut-être à acheter des rideaux pour un appartement que je ne connaissais pas. Je suis rentrée chez moi, j'ai posé les documents sur la table de la cuisine, et j'ai pleuré. Mais cette fois, pas longtemps. Juste assez pour laisser sortir le trop-plein. Ensuite, j'ai pris une décision. Le lendemain, j'ai appelé Hélène. Il me faut un avocat, mais pas un de ces jeunes Parisiens arrogants. Je veux quelqu'un de sérieux, et surtout, discret. J'ai ce qu'il te faut, m'a-t-elle répondu. Il s'appelle Maître Lemoine. Il travaille à Aix, mais il vient régulièrement à Lisle. Il a aidé mon amie Monique quand son mari a voulu lui cacher la vente d'un terrain familial. Nous avons convenu d'un rendez-vous dans une petite brasserie discrète, à l'écart du centre-ville. Il s'est présenté avec une élégance simple, costume gris, lunettes en écaille, sourire calme. Il m'a inspiré confiance immédiatement. Je lui ai tout raconté. Pas seulement les faits, mais les silences, les regards, les absences, les intuitions. Il a pris des notes sans m'interrompre. « Madame Lemoine, ce que vous me décrivez n'est pas une simple infidélité. C'est une tentative de captation d'héritage, ce que l'on appelle en droit un abus de confiance. Et cela peut être lourd de conséquences. Je ne veux pas me venger, maître. Je veux simplement me protéger. Et protéger mon petit-fils. Ils sont en train de le conditionner. C'est ce qui me fait le plus mal. » Il a hoché la tête, puis m'a expliqué les premières étapes. Blocage préventif des comptes. Évaluation des biens propres et communs. Constitution d'un dossier de preuves. Et surtout, ne rien dire encore. Laissez le dossier se construire. Nous allons poser les fondations de votre défense, madame. Comme vous posiez les bases d'un cours solide. Ce n'est pas une bataille. C'est une mise au point. En sortant de la brasserie, j'ai respiré profondément. L'air était doux. Le printemps arrivait doucement. Et pour la première fois depuis des semaines, je n'avais pas peur. J'étais prête à défendre ce qui était à moi. Non par colère, mais par amour. Pour Léa, pour Julien et pour moi. Le dimanche suivant, j'ai décidé d'organiser un déjeuner de famille. Un de ces repas dominicaux comme nous en faisions souvent, avant que les mensonges ne s'immiscent entre les murs de ma maison. Gérard, Julien, Claire et bien sûr Léa étaient invités. J'ai passé la matinée à cuisiner, comme autrefois. Blanquette de veau, gratin dauphinois, tarte aux pommes. La table était dressée avec soin, nappe en dentelle, vaisselle héritée de ma grand-mère. Tout semblait normal. Mais ce jour-là, rien ne l'était. Ils sont arrivés à midi. Claire portait un bouquet de fleurs, comme pour effacer ce qu'elle savait déjà. Gérard avait ce sourire habituel, celui qu'il affichait quand il pensait que tout allait bien. Julien semblait fatigué, préoccupé, mais heureux de passer du temps en famille. Léa m'a sauté dans les bras, comme toujours, me demandant si j'avais préparé ses biscuits préférés. J'ai dit oui, en souriant. Pendant le repas, j'ai observé. Les regards échangés entre Gérard et Claire. Les silences trop longs. Les changements de sujet dès que Julien évoquait le travail ou posait une question innocente. Tout était là, sous mes yeux. Et cette fois, je n'avais plus besoin de chercher les preuves. Je les avais déjà.
Après le dessert, j'ai pris une inspiration lente et j'ai dit, d'un ton calme, « Ce repas était important pour moi. Peut-être le dernier que je prépare ainsi, avec toute la famille réunie. » Un silence s'est installé. « Pourquoi, maman ?» a demandé Julien, un peu inquiet. « Parce que la vie nous réserve parfois des surprises, et qu'il arrive un moment où certaines vérités doivent être dites. » Gérard s'est raidi. Claire a posé sa cuillère, les doigts tremblants. « Qu'est-ce que tu veux dire, Marguerite ?» a demandé mon mari, sur la défensive. J'ai alors sorti ma chemise bleue, celle dans laquelle j'avais rangé tous les documents. Je l'avais posée à côté de moi avant le repas, comme on garde une carte cachée jusqu'au bon moment. Cela fait des semaines que je sais ce qui se passe, que je vois, que j'écoute, que j'enregistre. Vous avez cru que je ne verrais rien, que j'étais trop naïve. Vous m'avez sous-estimée. Tous les deux. Claire a blêmi. Gérard est devenu rouge de colère ou de honte. Peut-être les deux. « Qu'est-ce que tu racontes ?» a-t-il dit. Je me suis levée, ai ouvert la chemise et ai sorti les preuves une à une. Les relevés bancaires, les retraits suspects, le reçu de l'hôtel, la liste de Claire, écrite de sa main, et enfin, les enregistrements. J'ai fait écouter un extrait, juste quelques secondes. Marguerite ne voit rien, elle est prévisible. Elle ne pose pas de questions. C'était la voix de Gérard. Claire s'est mise à pleurer. Julien, assis entre eux, semblait figé. Léa, heureusement, était déjà partie jouer dans le jardin. « Maman, c'est vrai ?» a demandé Julien. J'ai hoché la tête. « Oui, et je suis désolée que tu l'apprennes comme ça. Mais il fallait que tu saches. Claire a voulu parler, Gérard aussi. Je les ai arrêtés. Je ne veux plus de vos justifications. J'ai contacté un avocat. Tous les documents sont prêts. Je demande une séparation avec conservation de mes biens. J'ai bloqué les comptes conjoints. Et toi, Claire, tu seras convoquée par l'ordre des avocats. Tes conseils, que tu m'as donnés sous couvert de famille, seront examinés de près. » Gérard a posé la tête entre ses mains. Claire sanglotait. Julien s'est levé lentement, les yeux brillants. « Je ne comprends pas comment vous avez pu me faire ça. À moi, à maman, à Léa. » Je me suis approchée de lui ai pris la main. « Nous allons nous relever, mon fils, ensemble. Ce qui compte, c'est que nous savons maintenant, que nous pouvons reconstruire, et que plus jamais personne ne nous prendra pour des ignorants. » Quand tout le monde est parti, j'ai rangé les assiettes en silence. Ce n'était pas un silence triste, c'était un silence fort, plein de clarté. Le calme après la tempête, le moment où l'on sait que, même si tout s'est effondré, on est encore debout, et plus vivant que jamais. Il m'a fallu quelques jours pour comprendre que le plus dur était passé. Le dimanche de l'affrontement, j'avais cru que le poids de la vérité allait m'écraser. Mais non. C'est étrange à dire, mais ce jour-là, j'ai senti mes épaules se redresser. J'avais repris ma place, ma voix, ma force. Gérard a quitté la maison 3 jours plus tard. Il est parti sans bruit, une valise à la main, les yeux fatigués. Il n'a rien dit, et je n'ai rien répondu. Nous n'avions plus de mots à partager. Claire, elle, a disparu de la circulation. J'ai appris par une amie de Julien qu'elle s'était installée à Lyon après avoir été suspendue temporairement du barreau pour violation du secret professionnel. Ce n'est pas moi qui ai déposé plainte. C'est le Conseil de l'ordre lui-même, après réception du dossier de mon avocat. La loi fait son chemin, avec ou sans colère. Julien a eu besoin de temps, de silence, de comprendre. Je ne lui ai rien imposé. Je l'ai laissé venir. Un soir, 2 semaines après ce fameux déjeuner, il est passé à la maison avec Léa. Il avait les yeux rougis, mais le visage calme. « Je voudrais que nous vivions ici, maman, pour un temps. Je ne peux pas laisser Léa dans cette atmosphère-là. Elle sent tout. Elle comprend plus qu'on ne croit. » J'ai ouvert les bras, sans poser de questions. Depuis ce jour, la maison a retrouvé un autre rythme, un nouveau souffle. Léa a redonné de la lumière aux pièces, aux objets, à ma routine. Elle court dans le jardin, accroche ses dessins sur le frigo, invente des histoires avec ses poupées dans l'ancienne chambre d'amis devenue la sienne. Julien travaille désormais à distance pour son agence bancaire. Il cuisine parfois le soir. Et moi, je reprends peu à peu ma vie,
J'ai transformé mon bureau en petit espace de cours particulier. Les élèves viennent 2 ou 3 fois par semaine. Des lycéens en difficulté, des adultes qui préparent un concours, une mère célibataire qui veut améliorer sa grammaire pour passer un entretien. J'aime ces moments. Transmettre m'a toujours nourri. Aujourd'hui, cela me soigne. Un jour, Léa m'a tendu un dessin. Un soleil, un jardin, une maison. À l'intérieur, 3 personnages. Un garçon, une petite fille et une femme aux cheveux blancs avec un tablier rose. « C'est toi, mamie », a-t-elle dit en me regardant sérieusement. « Tu es la personne la plus gentille de la maison. » J'ai senti mes yeux se remplir, mais je n'ai pas pleuré. Pas cette fois. J'ai simplement posé le dessin sur la porte du frigo et je l'ai regardée jouer. Elle allait bien. Et cela me suffisait. Je ne ressens pas de haine envers Gérard. Pas même envers Claire. Je ressens de la peine parfois, mais surtout de la clarté. Ils ont tenté de me rayer, de me priver de ce qui m'était le plus cher. Et ils ont échoué. Parce que j'ai tenu. Parce que je n'ai pas hurlé, ni frappé, ni détruit. J'ai rassemblé, protégé, agi, avec la tête haute. Parfois, des amis me demandent si je ne regrette pas d'avoir tout dévoilé, si je ne me sens pas seule. La vérité, c'est que je ne me suis jamais sentie aussi entourée. J'ai retrouvé mon fils, j'ai tissé une complicité nouvelle avec ma petite fille, et surtout, j'ai retrouvé quelque chose que j'avais mis de côté pendant des années. Moi. Je ne me suis pas remariée. Je n'en ai pas envie. J'aime ma liberté. J'aime ce silence qui ne juge pas, ces matinées sans mensonge, ces après-midi où je bois un thé au jasmin en lisant Romain Gary dans ma véranda. J'aime cette paix-là. Simple, vraie. Un jour, Léa m'a demandé « Mamie, tu es triste que papy ne vive plus ici ?» Je lui ai souri et j'ai dit doucement « Non, mon cœur. Je suis heureuse parce qu'ici, maintenant, il n'y a plus que des gens qui s'aiment pour de vrai. » Et c'était vrai, tout simplement. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne, commentez ci-dessous de quelle ville vous êtes et répondez-moi, à ma place, qu'auriez-vous fait? Votre message peut égayer la journée de quelqu'un.